Bonjour à tous, merci d'être là pour la dernière conf du séjour, on va dire, au SEO Camp. On va essayer d'aborder un sujet un petit peu technique, mais en restant dans les clous, sans aller trop dans les détails non plus, qui je pense est un petit peu tendance, mais qui est aussi assez complexe, qui est le SEO JavaScript. Alors juste avant d'aller dans le vif du sujet, voilà une petite présentation rapide de moi. Je m'appelle Adrien Russo, je suis consultant au sein de l'agence web, donc c'est une petite agence à taille humaine, en plein cœur du Paris 16. Il y en a quelques clients comme Aircall, du Paris Même, Intermarché, etc. Aircall étant un client actif et site Full.js. Donc je pense que c'est un bon cas aussi de l'avoir ici. Voilà, donc je fais du SEO depuis 2014. Fin 2014, j'ai commencé. D'abord en édition de site, puis en free, puis en agence, puis en free, puis en agence. Donc j'ai fait un petit peu un parcours pas chaotique, mais on va dire semé d'embûches. Et voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet, la conférence va se décomposer, on va dire, en trois grandes parties. Qui est pourquoi est-ce que c'est important de prendre en compte le SEO JavaScript aujourd'hui et pourquoi c'est important de se former dessus en tant que consultant et pas que les consultants intermédiaires, mais aussi les juniors. Deux, on verra les problèmes après qui viennent avec le SEO JavaScript. Je pense qu'on en connaît quand même beaucoup et dans la salle, on connaît tous à peu près ces problèmes. On va les redéfinir un petit peu. Et ensuite, du coup, toutes les solutions qui sont à notre disposition pour, on va dire, résoudre ces problèmes-là et pouvoir avoir des sites full JavaScript qui fonctionnent très bien, qui rankent, que ce soit sur des très grosses volumétries ou des sites très concurrentiels. Alors, premièrement, on voit que sur le web, on a vraiment une standardisation du JavaScript. C'est-à-dire que là, vous avez une étude qui a été faite par Statista sur un peu moins de 60 000 développeurs à travers le monde, des développeurs professionnels qui pratiquent tous les jours. Et tout simplement, la question était, quels sont vos frameworks web favoris? Donc on n'est pas sur un focus JS, on laisse le choix de dire quels sont vos frameworks web favoris. Et on voit en fait que dans même le top 4, top 5, même top 6, même top 7, tous les premiers frameworks qui arrivent, c'est du full JS. Et puis on a React, Angular, Vue, qui sont tous des frameworks front, qui vous permettent de développer des interfaces utilisateurs, qui, eux, sont préférés des développeurs à travers le monde, pour développer les interfaces utilisateurs. Et on va voir ça après. En fait, ça se répercute un petit peu le React, l'Angular, le Vue sur les sites les plus connus. Genre, on voit qu'ils utilisent beaucoup ces technos-là. Donc c'est bien aussi d'être familier en tant que SEO avec les technos proposés avec ces frameworks-là. Et du coup, la communauté a cessé de grandir. Les nouveaux développeurs qui arrivent, ils se basent énormément sur JavaScript, les développeurs web surtout. C'est une facilité de développement, etc. Donc, nous, c'est plus au dev en fait de s'adapter au SEO, c'est plutôt à nous, SEO, de s'adapter au dev. Et du coup, on a Google ici qui appelle à la performance, dans le sens où il soutient énormément de projets qui sont basés sur JavaScript. Il veut vraiment pouvoir améliorer sur le web l'expérience utilisateur des internautes, mais aussi des développeurs, donc faciliter la vie des devs et faciliter la vie des internautes sur le web. Donc, ils ont un fonds qui s'appelle le Chrome's Web Framework Fund, qui finance tous ces projets-là. Donc on a aussi Nuke.js, qu'on a vu juste avant ici, dans le tweet de Adi Osmani. Mais notamment dans les frameworks qu'il soutient, là, il y a un framework que j'aime bien, qui est assez embryonnaire aujourd'hui, parce qu'il y a un peu moins de 500 sites à travers le monde qui travaillent avec ce framework JS. Mais je pense qu'il va exploser dans les années à venir, donc on pourra voir d'ici 3, 4, 5 ans qu'est-ce qui sera devenu. C'est un framework qui permet on va dire, vous avez un site JS à peu près sur n'importe quel framework, que ce soit en e-commerce, que ce soit un site, un blog, etc. C'est un framework qui est vraiment adapté pour ces sites-là et qui permet de rendre plus facilement JavaScript, faciliter la vie des développeurs, mais aussi il a beaucoup de fonctionnalités sur la web perf, parce qu'on verra après que ça peut aussi être des problèmes, particulièrement sur les sites JS. Et du coup, c'est vraiment un framework très très adapté pour ça. Je dis adapté pour les sites standards, e-commerce, etc. Parce qu'on a aussi des sites auxquels on ne pense pas trop, qui on prend Trello par exemple, en interface utilisateur Trello, donc en back-end, enfin pas en back-end, mais lorsque vous êtes connecté avec votre login et votre user, finalement c'est aussi un site où on peut avoir des fonctionnalités JS, des fonctionnalités de rendu qu'on va voir après, mais c'est aussi un site. Et c'est pour ce type de site-là, Astro il n'est pas adapté. Il est adapté pour les sites standards, e-commerce, etc. Et puis on a d'excellents sites sur JavaScript. Là il y a différentes problématiques. On va avoir du Airbnb, on va avoir du ManoMano. Airbnb, ManoMano, c'est des sites de plus d'1,7 million de pages indexés dans Google. Donc c'est des sites à grosse volumétrie qui fonctionnent essentiellement sur du React, comme je l'ai indiqué. Puis on va avoir des sites comme AssureUp, par exemple, qui ne sont pas des sites à grosse volumétrie, ils ont quelques milliers de pages,
mais ils vont arriver sur des concurrences très rudes, notamment sur l'assurance, etc. Et tous ces sites-là fonctionnent très très bien en SEO. Donc, peu importe finalement la techno même du JS, qu'on soit un site à grosse volumétrie ou un site très concurrentiel, on peut ranker et on peut avoir de la perf. Et dans les frameworks qu'on voit souvent sur le web, sur les gros sites, et notamment ceux-ci, et je les ai pris un peu au hasard, ces sites-là, on voit qu'il n'y a que du React et du Vue sur ces sites. React et Vue, il va revenir très très souvent, c'est ce qui vous permet de développer l'interface utilisateur, tout le front-end finalement de votre site. Et en dessous, on a Next.js, qui est basé sur React, et Nuxt.js, qui est basé sur Vue, qui permet d'avoir toutes les fonctionnalités en termes de rendu et en termes de web perf pour améliorer les performances de votre site. Et puis je mets Astro un peu tout à droite, parce qu'en fait, le problème de Next, c'est qu'il est essentiellement basé sur React, donc c'est dépendant de React, Nuxt, idem pour Vue. Astro peut travailler avec tous les frameworks, finalement, JS, alors, au moins la plupart, et du coup, vous n'êtes pas dépendant d'un seul framework unique, UI, pour votre site, en front, et vous pouvez travailler votre perf derrière avec Astro. On détaillera ça un petit peu après. Et donc, en résumé, finalement, le JavaScript, comme l'a dit John Mueller en 2017, quand même, ça remonte. Le web, il passe un petit peu du HTML à un monde beaucoup plus dynamique qui est le JavaScript. Le JavaScript, il n'est pas prêt de partir. Il y a un mouvement d'inertie qui est lancé, et on constate encore, quelques années après, en 2022, qu'il n'est pas du tout parti. Au contraire, il y a beaucoup plus de croissance de framework JS. À titre de comparaison, il y a à peu près 20% du web qui utilise React, au moins un composant React sur sa page en front. Il faut savoir qu'à peu près 30% du web, c'est WordPress. Donc finalement, React a quand même une certaine utilité, enfin il est extrêmement utilisé à l'échelle du web. Mais donc si tout est beau, tout est rose, finalement c'est quoi les vrais problèmes qui sont derrière JavaScript? Les premiers, et ça je pense que tout le monde ici, quand on pense JavaScript, on pense ranking, mais en fait avant de penser ranking, on pense indexation. Et en fait on constate qu'aujourd'hui, sur des sites qui sont full JS, donc toute la page est basée sur JS et générée via du JavaScript, on constate qu'il y a des problèmes d'indexation. Donc soit on a des délais d'indexation qui sont forts, soit on a une non-indexation aussi. On a des chiffres un petit peu après. Donc il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là. Si votre page n'indexe pas, derrière, évidemment, on va avoir des problèmes pour ranker. Donc rendre les pages d'un site pour Google, en fait, qui est basé essentiellement sur le JavaScript, ça prend plus de temps que simplement indexer une page qui est basée essentiellement sur HTML. Ça coule de source. Mais c'est surtout dans tout le processus de rendu qu'on détaillera un petit peu après, qu'on verra qu'il y a des problèmes au niveau de l'indexation. Donc finalement, ici, on a une analyse qui a été faite par Tomek Kruczki, qui est le directeur R&D chez Molly, qui est une agence, je pense, en Pologne, si je ne dis pas de bêtises, qui est extrêmement, on va dire, à la recherche. Elle fait beaucoup d'analyses sur toute la partie tech et sur tout JavaScript. Et en fait, il a suivi une 50aine de sites différents et tous très populaires en termes de root de domaine, donc popularité, off-site, backlinks, que ce soit des e-commerce ou que ce soit des sites médias. Et donc, il a analysé plus de 9803 pages sur plusieurs mois. Et il s'est rendu compte qu'il y avait 68% du contenu JS qui s'indexait après un mois, parce que Google pouvait le rendre, et ça marchait pour eux. Et puis, il y avait 32%, donc ça c'est bien pour avant, mais après, du coup, on a 32% des contenus JS qui n'étaient pas indexés après un mois. Et ça, c'est énorme. Et si on se met à l'échelle d'un site comme ManoMano ou comme Airbnb avec plus d'1 million de pages, on a une perte, on a vraiment une perte sèche en termes de trafic, donc derrière aussi en termes de performance organique, de conversion, etc. Donc on ne peut pas se permettre ça, et on verra après les solutions. Donc finalement, on dit que Google dit au moins dans sa communication rendre correctement JavaScript, et là c'est raison de le faire parce qu'il a un moteur de rendu JavaScript qui permet de transformer le JavaScript en HTML, et donc qui permet à lui de derrière choisir, enfin pouvoir découvrir les liens, découvrir les contenus. Il a un moteur qui est très performant, qui s'appelle Chromium, donc par rapport aux concurrents. Il a aussi un WRS, donc c'est le Web Rendering Service de Google, qui s'améliore chaque année, donc c'est super. Donc le Web Rendering Service, c'est l'ensemble des techniques qui permettent à Google de rendre son Java, de traiter et de rendre, de travailler avec le JavaScript. Mais tout ça, finalement, ça reste encore imparfait. Et force est de constater que dans les analyses qu'on a à disposition, on a des contenus JS qui ne s'indexent pas, ou on a des délais qui sont élevés. Parfois ça se passe très bien, mais parfois ça ne se passe pas bien. Et Google aussi ne simule pas correctement le vrai navigateur, tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Donc ça crée beaucoup de problèmes sur lesquels c'est pas fiable. On ne peut pas se baser là-dessus sur un site de plus d'1 million de pages ou même finalement sur un site qui doit toujours s'actualiser et qui fait quelques centaines de pages. Donc il rend correctement JavaScript, mais il recommande quand même de le faire pour lui, parce que dans sa documentation, vous avez le lien en bas qui est destiné aux développeurs et aux SEO, il dit correctement, il garde à l'esprit que l'affichage côté serveur ou le préaffichage est quand même recommandé. Donc c'est des méthodes de rendu qu'on va découvrir après, parce qu'il permet aux utilisateurs, aux robots d'exploration, de découvrir le site plus rapidement. Et là, il dit quand même un truc qui est intéressant, qui est que tous les robots d'exploration n'utilisent pas JavaScript. Ça veut dire que tous les robots ne sont pas capables de rendre le JavaScript. On peut penser à des moteurs comme Yandex, Baidu, Yahoo, Bing, qui sont beaucoup moins performants sur le JavaScript. Il y a une partie là-dedans qui ne rend même pas, et ceux qui rendent, ils sont beaucoup moins performants que Google pour rendre correctement le JavaScript. Donc, si on pense un peu plus global et qu'on sort de simplement penser Google, on doit pouvoir faciliter aussi la vie des autres moteurs et rendre correctement nos pages. Et puis, donc le premier problème majeur, on va dire, c'est tout ce qui est lié à la crawlabilité, l'indexation du site JavaScript au rendu. Et puis, il y a un deuxième problème majeur, qu'on détaillera moins ici parce que, par faute de temps, mais qui est aussi un problème important, c'est la performance. C'est-à-dire que moi, en tout cas, j'identifie 2 gros problèmes de perf, donc de web perf, donc de vitesse de chargement, liés au site JavaScript. C'est ça crée des bundles volumineux en général, qu'on utilise des frameworks. À la fin, on va compiler finalement tout le code, entre guillemets, c'est pas compiler le mot, mais on va avoir un gros fichier qui va répertorier tout le code JavaScript. Et donc, ça va nous créer un seul fichier qui va être chargé sur toutes les pages du site, qui sera toujours le même. Et du coup, il y aura énormément de code qui ne sera pas utilisé. Donc, en termes de web perf, c'est pas dingue. Et donc, on a une deuxième conséquence qui est le code inutilisé. Donc, pour ça, il y a des méthodes, comme le code splitting, qui permet de diviser le bundle en plusieurs fichiers, et donc permettre aux pages uniquement d'exécuter le JavaScript qui doit exécuter pour fonctionner. Donc ça permet de ne pas charger tout le bundle. Et une autre méthode, ensuite, pour le code inutilisé, c'est le tree checking, et simplement, on a des frameworks comme Next, Nux, on a aussi d'autres outils JavaScript tout à fait en dehors de framework-là, qui permettent de travailler sur la suppression de code mort, et donc de cleaner, si vous voulez, le fichier pour uniquement se composer du code qui doit être chargé. Il y a un autre problème des sites JS qu'on constate un petit peu moins, mais qui arrive, et j'en ai déjà eu, c'est l'injection de code dès lors qu'on fait une action. Donc, imaginons que vous avez un menu FAQ. Quand vous cliquez, vous avez le contenu qui s'affiche. Le premier truc que je fais quand j'ai ce genre de choses, c'est toujours de vérifier qu'avant de cliquer sur le menu FAQ, on a le contenu, la réponse, dans le code HTML. Sinon, ça veut dire qu'on est obligé de cliquer pour ça injecte après du code HTML, et Google ne va jamais faire ça. Si le HTML n'est pas présent directement dans la page avant le clic, Google ne verra jamais le contenu. Et c'est aussi parfois un petit peu ce qu'on fait pour offusquer des liens, donc pour les cacher à Google. Donc là-dessus, il ne verra jamais le contenu. Donc si on a ce genre de choses, un clic, un survol, donc un hover, ou un scroll qui est nécessaire, donc une action pour injecter du code HTML dans le code, Google ne verra jamais le contenu. Donc ça, on doit aussi l'auditer quand on est SEO sur un site JS. Et pour faire ça, on peut se baser sur des templates de pages, et on analyse manuellement sur, par exemple, 10 pages de sites différentes. Et puis on a aussi des crawlers qui permettent d'aider à détecter ce genre de contenu. Donc, ça, c'est tous les problèmes. Alors ici, on va se concentrer sur le problème majeur qui concerne tout l'aspect du crawl, de l'indexation des contenus JS, et donc au sens plus large, sont rendus. Donc d'abord, quelques rappels sur, finalement, pour le HTML, comment ça marche. Mais avant ça, un petit peu moi, comment je vois les principes premiers du SEO qui permettent de bien comprendre après la suite. C'est que pour moi, pour qu'une page puisse générer des conversions, du business et du trafic organique, elle doit être positionnée, donc indexée, donc crawlée. Et à la racine, on a tous ces problèmes de crawlabilité et d'indexation. Si on n'est pas optimal finalement sur la crawlabilité, donc tout en bas de la pyramide, il va y avoir des répercussions indirectes jusque tout en haut, donc la génération de trafic et les performances en termes de conversion. Donc finalement, quand on parle de système de rendu, donc par exemple sur un site JS, quand on dit mettez du pré-rendering, on verra après ce que c'est, mais on entend beaucoup ça, ça va doper votre SEO. Indirectement, ça peut être vrai, mais directement, c'est faux, parce que ça va doper votre indexation. Donc indirectement, votre SEO. Mais ce n'est pas un facteur de ranking.
Comment Google indexe tout simplement une page basique HTML? Il va y avoir, si vous voulez, 3 grandes phases très globales et très vulgarisées ici. Qui est que, Google va avoir une liste d'URL en file d'attente. Il va pouvoir crawler dès qu'il a ses ressources, les URL, télécharger les ressources JS, etc. Ensuite, il va traiter toutes ces pages-là. Il va pouvoir identifier le contenu, analyser duplicate content, voir les liens, analyser les métatags, etc. Il va indexer la page s'il veut l'indexer. Et ensuite, il va délivrer les résultats. Donc, il a son index d'un côté, et de l'autre côté, il a les requêtes utilisateurs que vous faites tous les jours sur Google. Et du coup, il va matcher tout simplement les résultats via tous les facteurs de ranking qu'on connaît très bien. Donc ça, c'est assez simple, finalement, pour du HTML. C'est toute la première ligne que vous voyez à l'écran, la ligne horizontale. On a la liste d'attente, il crawl, il traite, il indexe, puis il restitue les résultats. Mais quand on a du contenu JS, en fait, on peut passer, alors je dis on peut passer parce qu'on verra qu'il y a un débat sur la seconde vague d'indexation, mais de manière générale en tout cas, on constate qu'on passe dans une seconde vague d'indexation, qui est que tout le contenu JS, il va passer dans une deuxième file d'attente, qui est la render queue que vous voyez à l'écran. Excusez-moi, j'ai sorti le micro là. Et du coup, vous passez par toute une deuxième file d'attente, qui est la render queue, et puis dès lors que Google a les ressources, il va rendre votre page JS. Donc il a fait des améliorations sur le rendering, donc purement et simplement sur le rendu de la page. Il va beaucoup plus vite qu'avant. Par contre, le problème est toujours lié à cette file d'attente qui est très longue, et c'est ça qui crée en général tout le délai de rendu d'indexation après d'une page essentiellement basée sur JavaScript. Et donc nous, ce qu'on veut éviter en tant que SEO, c'est que le site, notre client, il évite de passer par cette seconde vague d'indexation, et que même si c'est un site JS, il puisse passer uniquement dans la zone horizontale. D'un seul coup, il a son contenu qui est crawlé, indexé, entre guillemets facilement, parce que ces dernières années, on a bien constaté qu'on avait des problèmes d'indexation, même sur des sites purement HTML. Donc imaginez un petit peu, quand on fait une seconde étape comme ça, les répercussions que ça a sur les lenteurs d'indexation, etc. Mais cette notion de seconde vague, elle est débattue aujourd'hui. On a d'un côté, je vous mets en bas à droite, là, une URL vers un lien YouTube qui est une discussion entre Martin Splitt, de chez Google, qui est très focus sur toutes les problématiques JavaScript, un gars de chez Onely, donc l'agence qui a fait l'analyse avant sur toutes les pages, et le troisième, c'était John Mueller. Ils ont débattu sur la seconde vague d'indexation. D'un côté, on a Martin Splitt qui dit nous, chez Google, on aimerait bien que cette seconde vague, à terme, elle soit supprimée et qu'on ait tout finalement, même pour un site JS. Oups, je suis remonté trop haut. Même que pour un site JS, on puisse avoir uniquement la ligne horizontale. C'est l'idéal, ça marcherait très très bien. Si techniquement ça fonctionne, c'est top. Mais on n'y est pas encore, mais c'est ce vers quoi, en tout cas, Google semblerait vouloir aller. Et d'un autre côté, on avait le gars de chez Onely qui faisait ses analyses et qui disait bon, aujourd'hui, on n'est pas du tout encore là. On a encore cette seconde vague d'indexation qui est prépondérante. Et donc, il faut composer avec ça, il faut trouver des solutions. Et donc, finalement, avec cette notion de seconde vague, on passe d'une notion purement de budget crawl, qui est simplement le nombre d'URL que Google va pouvoir crawler sur votre site au fil d'une période donnée, par exemple sur un mois. Finalement, c'est un petit peu comme ouvrir une enveloppe, et c'est tout, on s'arrête là, à une notion de render budget, qui est tout le composant de la seconde vague d'indexation, où là, on ouvre l'enveloppe et on lit la lettre. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps. Et du coup, le render budget, ça va être pareil. Ça va être le nombre de pages que Google va pouvoir rendre sur votre site en un temps donné. Donc finalement, on a deux vraies notions de file d'attente qui arrivent. Et c'est pour ça que les contenus JS mettent beaucoup plus de temps à être indexés que simplement une page HTML. Du coup, on peut leur faciliter la vie au moteur, éviter cette seconde vague via toutes des méthodes de rendu. Mais un système de rendu, encore une fois, ce n'est pas un facteur de ranking. Parce que corrélation n'est pas causalité, dans le sens, encore une fois, que vous améliorez votre rendu, vous améliorez votre indexation. Mais ça s'arrête là, c'est aucunement un facteur de ranking. C'est comme le budget de crawl. Il y a des corrélations entre le budget de crawl et le ranking. Mais ça ne va pas améliorer directement votre ranking. C'est finalement les causes. Quand vous améliorez votre budget de crawl, vous réorganisez votre site, vous réorganisez votre maillage interne, ou vous faites des liens. C'est toutes des causes qui sont des facteurs de ranking qui améliorent aussi votre budget de crawl. Donc, corrélation n'est pas causalité. C'est pareil ici avec un système de rendu. Et donc, pour rendre des pages, là on rentre dans le vif du sujet. J'ai encore un peu de temps.
Pour rendre les pages en JavaScript, on va dire on a 3 concepts majeurs qui existent. Et dans ma conception des choses, si on maîtrise finalement ces 3 concepts-là, derrière on peut comprendre tout le jargon possible et imaginable qu'on découvre sur le SO JavaScript sur Internet, parce que finalement toutes les méthodes qui descendent de ces 3 concepts fondamentaux. Et ces 3 concepts, c'est le CSR, SSR, SSG. Donc le CSR, c'est du Client Side Rendering, SSR, Server Side Rendering, et SSG, Static Site Generation. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc le Client Side Rendering, c'est votre navigateur ou Google, donc c'est le client, qui rend votre page JavaScript vers une page HTML. Donc, si Google doit le faire, on passe dans la seconde vague d'indexation, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Si l'utilisateur doit le faire, ça peut marcher très bien, mais ça demande plus de temps, c'est assez énergivore pour le navigateur. Mais on pourrait dire que si on a une interface comme Trello, qu'on s'en fiche du coup parce qu'elle ne doit pas être indexée, parce que c'est nos utilisateurs qui travaillent tous les jours sur Trello, le Client-Side Rendering peut être une solution. Mais nous, là, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on parle de sites e-commerce, de sites, etc., qui doivent être indexés. Du coup, le Client-Side Rendering, c'est pas la solution qu'on a. C'est la méthode de rendu. Du coup, on arrive à quelque chose de plus intéressant, qui est du SSG, Static Site Generation, donc génération de sites statiques, où là, on va avoir votre site JavaScript qui va être rendu par le serveur, donc par votre serveur qui est hébergé chez OVH, par exemple, lors du build time. Donc tout simplement, votre site est construit à un instant T par le serveur, du JavaScript vers une version HTML, donc plus statique, et après elle sera délivrée aux visiteurs de votre site dès qu'ils en auront besoin. Et puis le server-side rendering, où là on est sur la méthode, où c'est le serveur encore une fois qui va rendre le JavaScript vers du HTML, mais il n'y aurait pas seulement un seul build time, c'est à chaque fois que Googlebot ou qu'un utilisateur lambda va hitter votre page, ou va aller sur votre page, qu'on va avoir le serveur qui va build la page à chaque fois. Donc ça consomme beaucoup de ressources serveurs, ça fonctionne très bien, parce que du coup vous avez une page qui est toujours à jour, parfaite, mais ça consomme beaucoup de ressources serveurs, et derrière le serveur il doit suivre. Petite anecdote, on a eu un client comme ça, et c'était pas un très très gros site, à peu près 5000 pages. On avait installé un server-side rendering, on avait essayé d'optimiser de la manière la plus optimale possible avec les devs. Derrière, le serveur, en fait, n'était pas un serveur unique et on ne pouvait pas bouger de serveur. Et à chaque fois en fait, que Googlebot il crawlait énormément d'erreurs 500, et nous, quand on crawlait avec Screaming Frog le site, on n'arrivait pas à crawler plus de 40% du site, parce qu'au bout d'un moment, on chopait aussi toutes les erreurs 500. C'était le serveur, tout simplement, qui plantait. Donc on est passé sur du SSG, ce qui était un petit peu plus optimal, parce que le site est très petit. Et du coup, c'est quoi les avantages et inconvénients de ces 3 méthodes? Parce que finalement, il n'y en a aucune qui, toute seule, est parfaite. Le CSR, l'avantage, c'est que, encore une fois, comme Trello, hein, en back, vous avez besoin d'une forte interactivité. Donc le CSR, il va vous fournir l'interactivité que vous avez besoin, c'est-à-dire avoir toujours votre page à jour. Il n'y a pas de charge serveur avec le CSR parce que c'est votre navigateur qui le rend, ou c'est Google qui le rend. Donc votre serveur chez OVH, il ne va pas avoir de charge particulière. Mais le gros désavantage, c'est la lenteur pour rendre la page JavaScript vers du HTML, et la crawlabilité, évidemment, parce qu'on a vu que du coup, on passait dans la seconde vague d'indexation, et c'est ce qu'on veut éviter. A contrario, le SSG, donc c'est du préchargement, c'est votre site est build à un instant T, et derrière, c'est cette version qui est diffusée à vos utilisateurs. Elle peut être mise à jour à des fréquences régulières, mais plus votre site va être grand, plus le build time, donc le temps pour construire le site du côté serveur, il va prendre du temps aussi. Donc on va voir après. Donc d'un côté, le SSG, c'est très bien parce que vous n'avez plus de problème de lenteur, c'est très rapide, c'est du statique. Le serveur vous fournit une page, c'est très rapide. C'est très crawlable, pour les moteurs, c'est génial. Le gros problème, c'est l'interactivité. Si vous mettez du SSG sur une interface Trello en back, les gars, ça va pas aller. Ils vont pas avoir les cartes à jour comme on veut les avoir à jour. Parce que, en fait, elles sont construites à un instant T. Un petit peu aussi, si vous êtes sur une zone forum, quand le forum, il va y avoir des nouveaux posts, il ne sera pas mis à jour, parce qu'on aura les commentaires, par exemple, à un instant T. Donc c'est pas optimal à ce niveau-là, au niveau de l'interactivité, et je précise entre parenthèses, par défaut. Et deuxième problème du SSG, c'est le temps de build, comme j'ai dit avant. Sur un site de 10 000 pages, 15 000 pages, même un peu plus, en général, il n'y a aucun problème pour rendre le site plusieurs fois à une fréquence régulière en termes de temps.
Donc pour en fait une grande partie des sites. Mais pour des sites à grosse volumétrie, le temps de build, il peut être très très long. Et pour un site de plus d'1 million de pages comme ManoMano, si demain ils passaient sur de SCG, en moyenne, ça pourrait leur prendre environ 1 semaine pour rendre l'entièreté de leur site. Voire plus, un peu moins, selon certaines optimes, mais autour d'1 semaine. C'est énorme. Si vous avez besoin d'un site qui se met à jour, par exemple, 2 fois par jour, vous ne pourrez pas le faire, ça ira pas. Et puis le SSR, où là, finalement, on a un peu plus d'avantages. On a l'interactivité, donc on peut faire du Trello en SSR. On a la rapidité, c'est très rapide aussi parce que c'est le serveur qui fournit la page. Mais c'est un petit peu plus lent que le SSG parce que c'est pas tout à fait statique. Votre page est mise à jour quand même. Et en termes de crawlabilité, c'est génial aussi. Par contre, encore une fois, le serveur, il faut qu'il suive. Et parfois aussi sur des gros sites qui ont énormément de trafic, si derrière vous configurez mal votre SSR ou, et c'est surtout le cas ici, si vous avez un serveur qui ne suit pas la cadence, ou vous ne voulez pas lui attribuer les ressources pour une raison ou une autre, ce ne sera pas la solution idéale. Et puis, deuxième désavantage, et encore une fois, c'est rapide, mais un petit peu moins que le SCG. Mais ça, c'est un détail, parce que c'est quand même très rapide, plus que le CSR. Du coup, quelles sont les solutions par rapport à ça? Parce que là, on a 3 solutions possibles, entre guillemets, mais on n'a pas une qu'on peut recommander aux clients. Du coup, j'ai réfléchi à ça, et moi, j'arrive à 2 grandes solutions selon la volumétrie du site. C'est-à-dire que si j'ai un site de petite à moyenne volumétrie, et ça va aller jusqu'à plus de 100 000 pages, pour moi, un site de moyenne volumétrie, on peut essayer de fonctionner avec un système comme du SCG. Donc dès lors, on a le site qui est rendu à un bulk time. Sur un site trop gros, plus d'1 million de pages, ça va être trop long. Mais sur la majorité, une très grande partie des sites avec lesquels on travaille, on peut fonctionner comme ça. Le problème, évidemment, comme on a vu avant du SCG, ici, c'est au niveau de l'interactivité. Si vous avez, par exemple, une zone commentaire, ou si vous avez un nom qui s'affiche sur votre site e-commerce, bonjour, prénom, pour votre utilisateur, il y a un problème, c'est que le CG ne va pas personnaliser à l'utilisateur le contenu. Idem, si vous faites appel régulièrement à des API externes ou autres qui doivent être appelés et mis à jour en temps réel, le problème, c'est que ce ne sera pas mis à jour. Du coup, la solution que je vous montre ici, qui est un mélange entre guillemets de CSR et de SCG, eh bien, vous résolvez tout ce problème-là. Vous avez la majorité de votre page, dans beaucoup de cas, qui peut être rendue de manière entre guillemets statique avec du SCG. Et puis, les éléments interactifs, comme le prénom sur site e-commerce ou la zone commentaire, on peut fonctionner avec un système de hydration partielle. Par exemple, CastroBuild propose de manière très simple pour les devs, et du coup, qui permet de rendre ces éléments interactifs côté client. Donc là, ce sera Google qui le rendra, s'il veut, ce sera le navigateur qui le rendra. Donc, côté expérience client, on n'a pas la problématique qu'on n'a plus notre nom qui s'affiche ou on n'a plus la commentaire qui est mise à jour. Ça, c'est réglé parce que c'est rendu côté client. Et tout le reste de la page, qui est important pour le SEO et qui doit être rendu, qui peut être rendu plutôt de manière statique pour bénéficier de tous les avantages dont on parlait avant, eh bien, c'est rendu en SCG. Du coup, pour moi, cette solution-là, elle peut avoir quelques désavantages en mode détail, mais globalement, elle résout beaucoup de problèmes liés au seul et unique SCG. À savoir qu'il n'y a pas CastroBuild qui permet de faire de l'hydration. Next.js, Nuxt.js, les autres frameworks très connus par les devs permettent aussi de faire ça. Parfois, ça peut être un peu plus lourd. CastroBuild est vraiment conçu pour ces sites-là qui veulent être générés de manière statique, mais qui ont aussi des éléments interactifs qui doivent être rendus de manière en temps réel, en fait. Et puis, sur un site très gros, plus d'1 million de pages, par exemple, ManoMano ou Airbnb, et je prends beaucoup l'exemple de ManoMano parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec Pierre, qui est le Head of SEO de ManoMano, et eux fonctionnent en full SSR. Donc là, je propose, soit on fait du full SSR, comme ManoMano fait aujourd'hui. C'est très lourd, c'est très bien, mais c'est très lourd côté serveur. Soit on fait de l'ISR. Je vais expliquer après ce que c'est plutôt l'ISR. Mais du coup, en full SSR, on n'aura plus de problème de crawlabilité, d'interactivité, etc. Par contre, il faut gérer côté serveur. Il n'y a pas mille et une solutions d'améliorer le SSR ou d'améliorer côté serveur. Il y a d'autres solutions qui sont d'alléger le SSR, et on verra après que, par exemple, ManoMano, il y a des blocs qu'ils ont décidé de ne pas rendre en SSR pour alléger le rendu, et ça marche pour eux comme ça. Mais derrière, ils ont énormément de travaillé sur l'optime pour que le serveur ne crache pas, pour que le rendu soit bon, etc. Donc ça, c'est une première solution qui
plus complexe à mettre en place, pour moi, sur les sites qui ont beaucoup de trafic et des sites qui sont très gros. Il y en a une deuxième solution, qui est l'ISR, qui est en fait de l'Incremental Static Regeneration, et qui est proposée essentiellement par Next.js. Et en fait, c'est une sorte de mélange entre le build time et le runtime, donc entre le SSR, si on veut, et le SCG. C'est-à-dire que le site, en gros, va être build une première fois. Donc vous allez mettre une semaine, par exemple, pour rendre mano, ou plus, ou un peu moins. Et ensuite, à partir de là, chacune des pages qui sont hitées, à une fréquence donnée, vont être mises à jour. Exemple, vous êtes sur mano, le site est build de manière statique avec de l'hydratation partielle, solution idéale, comme sur un petit site. Ensuite, le site est mis à jour à chaque fois qu'on hit la page, par exemple, tous les 3 jours. Donc, vous allez sur une page de mano, elle est mise à jour, mais s'il y a beaucoup de hits durant les 3 jours, elle ne sera plus mise à jour à chaque fois. Sinon, on perd un peu l'intérêt de ne pas charger la page à chaque fois que quelqu'un hit la page. Ok, donc l'ISR, c'est une bonne méthode, je trouve, pour des sites très gros, plus d'1 million de pages par exemple, pour mélanger un peu ces deux modes de rendu qui fonctionnent tous les deux très bien, sans prendre leurs inconvénients finalement. Et pour finir, quelques outils pratico-pratiques pour auditer, comment est-ce qu'on voit un petit peu au quotidien pour travailler avec un site tout à fait JavaScript. J'étais très très soft sur cette zone-là, parce que je pense que ce n'est pas l'essentiel de la conf. Mais du coup, quelques petits concepts à connaître, c'est que quand on va par exemple dans le code source, si on fait tout ça, pour voir par exemple la balise title, on ouvre le code source de la page, CTRLU ou afficher le code source sur Chrome, on aura en fait tout le code HTML avant le rendu JS. Donc vous aurez tout le code avant le rendu. Ça veut dire que sur un site purement JS qui est en CSR, par défaut, eh bien vous n'aurez pas la title générée, les balisages 2 générés, etc. Parce qu'on est avant rendu JS. Okay, donc là, je prends l'exemple de la page d'accueil de mano, où il a un bloc H2, no top vente, qui n'est pas affiché dans le code source HTML avant le rendu JS, mais qui l'est après le rendu JS. Et après le rendu JS, on peut le voir avec la console Chrome, inspecter l'élément. Et donc là, on aura tout le code HTML après ce rendu. À savoir donc ici que Google, s'il veut afficher cette H2 sur la page d'accueil de mano, bah, il est obligé de rendre la page. Donc, entre guillemets, c'est une vague d'indexation. Du coup, je me suis demandé pourquoi. Pour la petite anecdote, j'ai demandé à Pierre et il m'a dit que ça fait partie de leur stratégie d'alléger le CSR. Il y a plein de blocs qui ne mettent pas dans leur SSR. Voilà sa réponse. Et ensuite, l'une des meilleures manières quand même vous avez un site JS demain, vous travaillez avec un site qui est basé sur React ou Vue, etc. Mon premier réflexe, c'est de faire un crawl en HTML et un crawl en JS. Screaming Frog, je pense qu'on connaît tous ici, qui est un très bon crawler, fonctionne avec le même moteur de rendu que Google, qui est Chromium, et vous permet de crawler un site 100% JavaScript. Il va rendre les pages JavaScript en HTML, et vous allez après en fait pouvoir comparer via différentes fonctionnalités. Vous allez pouvoir comparer tout le rendu HTML avant et après le rendu JS. Parce qu'il va rendre toutes les pages du site lui-même via Chromium. Donc un petit peu comme Google le rend. Donc je vous mets un lien vers sa documentation et je vais passer un petit peu les détails, étant donné que je pense que je suis un petit peu short sur le temps. Donc voilà. Là, vous avez un autre exemple d'une interface en fait sur Screaming Frog. Vous pouvez tout simplement, c'est très pratique parce que vous arrivez sur une page et vous pouvez afficher les différences entre le rendu JS et le rendu HTML. Donc en un coup d'œil, en fait, vous pouvez voir sur une page dédiée quelles sont les zones où où en fait on n'a pas de rendu JS par exemple qui est activé. Par exemple, vous avez du contenu, une H2 comme sur mano qui est dans le code source HTML, qui n'est pas dans le code source HTML original, mais qui est dans le HTML rendu. Mais ça veut dire à ce moment-là que Google, il doit le rendre pour le voir. Et du coup, on passe encore une fois dans la seconde vague d'indexation. Conclusion, normalement c'est un GIF. En gros, on dit le changement c'est bon, adapt or die. Voilà, c'est un petit peu moi mon état d'esprit en tant que consultant SEO. Oups. Dans le sens où c'est encore une fois à nous d'aller vers les devs et pas aux devs de s'adapter au SEO.
C'est à nous aussi de communiquer avec les devs, voir les solutions qu'on a à notre disposition, d'interagir avec eux pour trouver derrière les meilleures solutions qui mélangent toute l'interactivité et tout l'univers génial du JavaScript avec les problématiques qu'on a du côté SEO, du côté de crawlabilité, etc. Faire un mix et derrière d'avoir de belles performances.